Eh bien, bonjour à toutes et tous. Heureux de vous accueillir ce matin. Bienvenue à Building Beyond. Quel plaisir de vous retrouver, ou peut-être de vous accueillir pour la première fois, ou de vous saluer, vous qui nous suivez en ligne, pour cette 8e édition du festival Building Beyond, organisé par Léonard, la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci, la Fabrique de la Cité, la Fondation Vinci pour la Cité et le Lab Recherche Environnement. Je suis Julien Villalongue, le directeur de Léonard. Alors, Building Beyond, c'est, je l'espère, bien plus qu'un rendez-vous annuel. C'est avant tout un foisonnement d'idées, une sorte de laboratoire à ciel ouvert, un carrefour, nous l'espérons, où vont se confronter, s'entrechoquer, se nourrir des visions du futur. Et nous l'espérons aussi que ces visions se transforment en action. C'est ici, pendant 3 jours, que vont se retrouver chercheurs, élus, professionnels, journalistes, artistes, innovateurs, entrepreneurs, pour croiser leurs regards et proposer des solutions pour les villes et les territoires. Alors je tiens aussi à remercier particulièrement en cette ouverture de festival nos partenaires qui nous accompagnent durant ces 3 jours et qui vont considérablement enrichir cette édition. Je pense à Circulaire, à l'École des Ponts, à Ecopolis, à l'Europe des projets architecturaux et urbains, au Festival Close-Up, la Fabrique écologique Grande Contrôle, WARM 2050, HEC, Eloquentia, bien d'autres, une richesse d'acteurs pour aborder notre fil rouge de cette année, les ressources. L'eau, le sable, les minerais, le bois, autant d'éléments que l'on croyait peut-être inépuisables et qui se retrouvent au cœur aujourd'hui de défis géopolitiques, écologiques et sociaux. Dans un monde où nos métropoles continuent de croître, où les tensions sur les chaînes d'approvisionnement s'intensifient, comment inventer une gestion plus durable des ressources? Quel récit, quelle technologie, quelle coopération pour préserver nos ressources sans renoncer à nos ambitions territoriales ni à la justice sociale? Ce sont 3 jours que nous avons choisi d'organiser autour de 3 grands verbes d'action pour lever des propositions, des solutions, prolonger, ce sera la thématique essentielle d'aujourd'hui, remplacer également ces ressources et régénérer. Nous allons aborder ces 3 verbes d'action sur les 3 prochains jours. Débat intense, atelier ouvert, projection, performance, rencontre. Nous avons rassemblé une centaine d'intervenants venus de tous horizons pour que, ensemble, nous questionnons, nous apprenions, nous nous inspirions, nous nous rencontrions aussi. C'est l'objectif de ces 3 jours. Et j'espère que collectivement, nous allons aussi nous surprendre. Ce festival, c'est une ambition que nous portons, de rassembler des intelligences, des énergies pour repenser nos villes, nos territoires, nos infrastructures. Et cela commence ce matin. Et je voulais encore une fois vous souhaiter à tous un très bon festival Building Beyond 2025. Et cela commence maintenant. Merci à tous. Et pour commencer cette session, je vais laisser la place à Julien Devorex et Olivia Lazare pour notre première séquence. Merci à vous. On peut les applaudir. Bonjour. Bonjour à tous. Sous la serre. On va voir combien de temps on va durer avec les vestes. Alors, on est bon ? On est bon, ça enregistre. Parce qu'il faut que ce soit enregistré parce que ça va être c'est aussi un live qui sera rediffusé donc sur le podcast Sismic que j'ai créé, que j'anime. Donc c'était mon premier épisode en direct, on va dire, et en public. Donc et puis j'ai le plaisir de faire ça donc avec Olivia.
On va commencer, comme je fais d'habitude, en fait, Olivia. Est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais et me parler des lunettes que tu portes pour regarder le monde et comment elles sont venues à toi? Absolument. Merci Julien. Bonjour à tous. Ravie d'être ici. Je m'appelle Olivia Lazare. Je suis chercheuse sur un thème où j'ai commencé à inventer mon propre langage sur certains sujets. Et j'ai tendance maintenant à dire que je suis chercheuse en fait sur les dilemmes entre sécurité internationale et sécurité planétaire. Mon parcours a fait que j'ai beaucoup été dans des zones de conflit. J'ai vu justement beaucoup d'enjeux qui se jouaient entre des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, des systèmes de conflit, des compétitions géopolitiques qui se jouaient en fait dans des endroits, dans des contextes dits fragiles. Et c'est en travaillant en fait dans ces contextes-là que j'ai appris à comprendre le monde tel qu'il est en train de se jouer actuellement sur une compétition plus géostratégique qui se joue au niveau des ressources, au niveau des habitats productifs. Ok, donc on va balayer pas mal de sujets parce que tu es à la croisée donc, de plusieurs domaines, on va dire, de recherche, donc géopolitique, la question écologique, comment les ressources aussi sont liées à tout ça. Et puis il y a la médiation aussi, je ne sais pas si on aura le temps d'aller là-dessus, mais c'est intéressant aussi d'en parler à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent autour justement des conflits en ce moment, on va le voir. Je voudrais parler un peu de ton parcours et de comprendre comment tu es arrivé à adopter cette grille de lecture. En fait, comment tu as fait le lien entre les ressources naturelles, les conflits et la question des transitions? Pendant très longtemps, en fait, je travaillais sur ce qu'on appelle la politique économique des conflits. À savoir comment est-ce que différentes chaînes d'approvisionnement en fait prennent leurs racines dans des zones de conflit à travers le monde. J'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient, j'ai beaucoup travaillé dans plusieurs régions d'Afrique, particulièrement dans la région centrafricaine, allant du Gabon justement au Grand Lac entre la RDC et le Rwanda. Et entre les années, disons, 2012 et 2018, j'ai vu une convergence en fait, de risques se créer que mon secteur, mes collègues, dans le domaine de la médiation, de la stabilisation de conflits, on était en train de louper. Et cette convergence de risques-là, c'était quoi? C'était en fait une convergence sur des conflits qui de plus en plus en fait rentraient dans des logiques de prédation par rapport à des ressources naturelles, que ce soit le bois, que ce soit les minerais, que ce soit dans certains contextes aussi, justement, les énergies fossiles. La biodiversité aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ça compte beaucoup et c'est vraiment en train de monter, justement, en termes d'économie mondiale et entre autres en économie illicite, en lien avec les conflits et avec la violence. Et donc j'ai vu, justement, ces logiques de prédation qui enfermait ou qui imbriquait en fait des gens qui vivaient dans une pauvreté très intense avec ce qu'on appelle des entrepreneurs de conflit. Et derrière ces entrepreneurs de conflit, des élites politico-économiques. Et derrière ces élites politico-économiques, des acteurs internationaux en fait, qui sont imbriqués justement dans ces logiques de commerce. Et non seulement je voyais ces prédations en fait qui contribuaient à la destruction des écosystèmes, mais je voyais aussi les liens avec la vulnérabilité au changement climatique, puisque bien évidemment, en fait, quand on abîme des écosystèmes, même au niveau local, en fait, il y a des choses qui commencent à bouger au niveau justement des approvisionnements en eau, en termes de régulation ou de service des écosystèmes, etc., etc. Et beaucoup des personnes en fait, avec qui je travaillais et que j'allais interviewer me disaient « Oui, très bien, il y a les groupes armés, il y a tous ces problèmes, mais en fait, ce qui nous embête beaucoup, c'est les effondrements en fait, agricoles, ou le fait qu'on ait du mal à prévoir maintenant justement nos récoltes, ce genre de choses-là. » Et c'était surtout des femmes particulièrement qui parlaient de ça. Donc je voyais le lien justement entre effondrement climatique, effondrement écologique, en tout cas disruption climatique et effondrement écologique en lien avec les logiques de conflit. Et puis en fait, petit à petit, et là pour le coup, pendant très longtemps, c'était des signaux faibles, mais qui se sont très très fortement accélérés. J'ai vu le début de la compétition géopolitique sur les enjeux des minerais critiques, des ressources naturelles dures en lien justement avec les efforts de décarbonation, prendre racine dans des zones dites fragiles. Tout d'un coup, j'ai vu justement les groupes paramilitaires russes type Wagner en fait arriver en République centrafricaine. J'ai vu des compagnies chinoises justement accélérer très fort, travailler aussi en lien justement avec les Russes
pour avoir accès à certaines concessions minières et à certains réseaux qui permettaient en fait de comprendre justement la géopolitique ou la politique des ressources justement locales. Et en fait, petit à petit, ça a créé justement une sorte de portrait de ce qui était en train de se passer, de ce qui se préparait, d'une compétition en fait géopolitique qui venait se greffer en fait à des logiques de conflit local et régional. Et qui essayait justement d'avoir accès à des ressources qui allaient déterminer en fait la géostratégie de demain. Ok. Donc c'est beaucoup de sujets en fait dont on parle assez peu, qui dans notre quotidien n'apparaissent pas, dans nos journaux n'apparaissent pas, et dont on n'a pas du tout conscience en fait quand on consomme un produit. C'est-à-dire que je voudrais qu'on fasse un pas de côté, ou plutôt qu'on revienne en arrière pour comprendre l'aspect matériel du monde. Qu'on pose ce diagnostic-là, parce qu'effectivement, dans notre quotidien, on ne passe pas notre temps à penser aux matières premières, aux ressources qui sont dans tous les produits qu'on consomme, d'où elles viennent, où est-ce qu'elles ont été prises. Et même, on a tendance à oublier le fait qu'au départ, il y a une transformation, il y a une exploitation de ressources primaires. D'ailleurs, on appelle ça ressources, mais en fait, c'est du sous-sol, ou alors c'est de la matière vivante parfois. Et pourtant, donc, toute notre modernité et tout notre confort repose sur l'exploitation de ces ressources, et ce n'est pas nouveau, sauf que ça atteint une échelle qui aujourd'hui pose problème sous différents aspects. Est-ce que tu peux nous parler en fait déjà de la difficulté qu'on a au quotidien à comprendre cette matérialité du monde, et puis nous rappeler quelles sont les ressources les plus stratégiques, les plus importantes de notre modernité? Alors, je pense qu'on a tous un rapport différent à la matérialité. Ça dépend en fait de notre rapport au réel. Et ce rapport-là, il est justement influencé soit par des conditions socio-économiques, soit bien évidemment par les endroits en fait dans lesquels on vit dans certaines régions dans le monde. Dans les économies dites post-industrielles ou de services, on a tendance justement à penser l'économie quelque part comme un supermarché. Où on va justement en fait s'approvisionner dans des ressources, dans des biens, dans des commodités ou ce genre de choses-là. J'ai malheureusement le défaut de parler très franglais maintenant, parce que je parle très très souvent en anglais, mais donc dans certains biens justement matériels. Dans d'autres endroits du monde, la réalité matérielle, elle est très claire. Enfin, j'étais il y a environ 6 semaines au Chili. Le Chili sort, en l'occurrence, d'une économie minière depuis les 100 dernières années. C'est quelque chose qui fait partie, en fait, de leur ADN politique et économique, et qui définit énormément, justement, de la manière dont ils parlent d'un point de vue de leur débat démocratique, etc., etc. Mais il est vrai, en l'occurrence, que, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, en Europe, dans les politiques justement qu'on a pu mettre en place sur les logiques de décarbonation, que ce soit sur le pacte vert, le Green Deal, ce genre de choses-là, on a eu une sorte de dissonance cognitive en fait par rapport à où viennent les ressources et comment est-ce qu'elles arrivent à nous et dans quelles conditions. Notamment parce qu'on n'a plus beaucoup d'industrie aussi. Exactement. Qu'on fabrique plus beaucoup de choses. Ouais. Et ça fait partie justement d'une fierté aussi quelque part d'un point de vue économique de comment est-ce qu'on s'est positionné en post-industriel. Ça fait partie de notre histoire de progrès aussi d'un point de vue justement d'un développement économique. Mais il y a eu justement là aussi un schisme et une dissonance cognitive dans la façon dont la transition énergétique ou même la transition digitale a été narrée en fait depuis les 20 dernières années, où on a eu tendance à dire on va vers du dématérialisé. Principalement parce qu'en plus justement, alors on va vers du découplage. Ça, c'était la partie, justement, on enlève les énergies fossiles de l'économie mondiale. Et donc, le découplage, ça, c'est comment, en fait, découpler les économies réelles et financiarisées par rapport aux gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est une chose. Et puis ensuite, la partie dématérialisée, ça, c'était justement l'espèce de fumisterie d'un certain côté qui a été vendue par des acteurs du digital en disant, en fait, toute l'économie va maintenant se passer, en fait, dans un nuage. Dans le nuage, voilà. Alors qu'en fait, passer à cette économie digitale, ça demande une construction d'une infrastructure et d'une architecture qui est absolument phénoménale et qui maintenant, en l'occurrence, est une architecture et une infrastructure qui couvre
le domaine du mondial, du global, qui passe par les océans, qui passe par l'extraterrestre, dans le sens où on a justement besoin de satellites, où on a en fait une nouvelle matérialité qui englobe et qui rentre en perméabilisation de la biosphère, qui est phénoménal. Donc c'est vraiment en fait le rapport, en fait, en tant qu'humain, je pense qu'on est en train maintenant d'entrer dans une nouvelle ère où on se situe au croisé entre une biosphère et une technosphère, sans avoir les mots, sans avoir le langage, sans avoir les prismes analytiques, justement pour comprendre en fait quels sont les enjeux de ces nouveaux mondes-là. Ils ne sont pas nouveaux en soi, mais en fait, ils prennent une nouvelle dimension. Et ils sont en train justement de rentrer en conflit de manière drastique. Sur quoi repose notre modernité, notre civilisation? Quels sont vraiment les matériaux les plus importants aujourd'hui? Et on peut aussi faire un pas en arrière et parler un peu peut-être de l'histoire justement de ce progrès, pour que tu nous fasses comprendre à quel point en fait c'est pas nouveau ces enjeux autour des ressources et comment ça a cadré et ça a structuré aussi la géopolitique mondiale. Ça revient justement à ta question d'avant, quelles sont les ressources les plus importantes, les plus stratégiques aujourd'hui. Mais pour comprendre justement pourquoi les ressources d'aujourd'hui, et je vais y venir, sont les plus stratégiques, il faut justement comprendre en fait la place des ressources en général dans la compétition mondiale. On s'est construit à travers le monde dans des logiques de civilisation. Les civilisations justement ont évolué de manière relativement organique dans différents endroits du monde et à certains moments en relation les unes avec les autres, que ce soit en termes de coopération, que ce soit en termes de compétition, que ce soit en termes d'équilibrage. Donc quand je lisais, par exemple, ce matin, je regardais rapidement les questions que tu m'avais envoyées, tu me disais, quand on revient en histoire, à quel point est-ce qu'on peut justement retracer en fait l'histoire au travers de l'histoire des compétitions sur les ressources. Et je me faisais la réflexion que j'avais écrit il y a environ 4 à 5 ans que Rome, par exemple, avait envahi Carthage en 150 avant Jésus-Christ pour avoir accès au sol de Carthage, parce que les sols de Carthage produisaient en l'occurrence des figues qui étaient réputées dans le monde de l'époque. Donc le monde qui était bien évidemment justement limité à certains confins géographiques, mais qui avait une réputation extraordinaire. Et c'était cette logique où Rome en fait avait besoin d'étendre sa capacité agricole pour soutenir justement des conquêtes, pour soutenir ses armées, pour soutenir justement en fait une réputation et pour soutenir bien évidemment justement cette logique d'empire. Et c'est ça qui est particulier à partir du moment où on rentre en fait dans une civilisation qui a besoin en fait de ressources pour se soutenir. Au bout d'un moment, les ressources commencent à s'épuiser, donc les civilisations ont besoin justement de rentrer dans une logique d'expansion territoriale ou spatiale, et donc bien évidemment justement de conflits. Et ça crée ce qu'on appelle des dilemmes de sécurité. C'est-à-dire que chacune des civilisations a besoin en l'occurrence de maintenir ses propres équilibres entre les intrants, ce qui est nécessaire pour soutenir justement une logique politico-économique, des institutions, ce qu'on appelle aujourd'hui des nations, et de le faire en maintenant justement un équilibrage par rapport à d'autres civilisations qui ont besoin des mêmes choses. Et à certains moments, en l'occurrence, et c'est ça où il y a quelque chose d'intéressant à soulever ici, il y a un rôle que l'innovation joue. L'innovation fait partie, en l'occurrence, du créatif, de l'inventif humain. Mais l'innovation amène des disruptions. Des disruptions, en l'occurrence, qui, à certains moments, justement, créent des soucis compétitifs dans les équilibrages de puissance et de pouvoir. Et donc, ça nous amène, depuis Carthage jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. On est passé de révolutions agricoles à des révolutions, justement, d'un point de vue technique, sur la navigation, sur les équipements militaires, sur les équipements, justement, de construction, en l'occurrence, des environnements construits. On s'est ensuite acheminé vers des révolutions industrielles qui ont créé en fait un rapport à l'énergie décuplé, qui a amené ensuite justement des accélérations au niveau des dilemmes de sécurité qui ont provoqué des guerres, entre autres choses, des guerres qui ont été aussi vécues d'un point de vue identitaire, d'un point de vue culturel, d'un point de vue civilisationnel, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue des valeurs, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une capacité à la fois de transformation des ressources, d'accès aux ressources, de transformation des ressources
de rapports à l'énergie décuplés, qui a permis aussi des rapports à l'innovation fous, extraordinaires, mais qui amène justement aussi des disruptions fondamentales dans la géostratégie mondiale. Et donc ça nous amène à ce qui est en train de se passer d'un point de vue géopolitique, où tu me posais la question tout à l'heure, et j'y étais pas encore arrivée, sur quelles sont les ressources stratégiques importantes d'aujourd'hui. On a d'un côté bien évidemment l'énergie, on a les matériaux, qu'aujourd'hui on a tendance à appeler matériaux critiques, parce que justement dans nos sociétés, qu'elles soient en Europe ou en Occident, il y a des rapports en fait il y a des risques en termes de disruption de chaîne d'approvisionnement du fait des problématiques de raréfaction ou de... On va en parler, ouais. Voilà. Donc on a ces deux choses qui maintenant fonctionnent ensemble, et je vous invite à lire aussi justement le bouquin Sans transition de Jean-Baptiste Fresso, qui explique qu'il y a un rapport en fait entre chaque couche civilisationnelle, ou quand on pense justement qu'on peut se passer des énergies fossiles, et il explique justement que ça va être un travail absolument fondamental, critique, mais excessivement compliqué, parce qu'en fait il y a un rapport entre les énergies fossiles et les énergies matérielles, en tout cas ce qu'on construit en termes d'énergie sur base matérielle. On a bien évidemment justement aussi ce qu'on appelle le data en termes de ressources aujourd'hui, qui la relève en fait d'une nouvelle géopolitique mondiale qui nous rend produits aussi, qui nous rend ressources, nous. Donc il y a quelque chose justement qui est... L'attention comme ressource, oui, notamment. L'attention, mais aussi justement nos données biométriques, etc., etc. Il y a une espèce de cannibalisation qui est en train de se créer, où on devient ressource justement d'un système économique. Et puis, et ça peut-être qu'on va en parler aussi, on revient en fait... on joue une ère particulière en ce moment d'un point de vue géostratégique. Parce qu'on est à la fois dans une ère en fait d'innovation extrême en termes de progrès et de briser des nouveaux plafonds justement de progrès et d'innovation. Mais en même temps, en fait, on est en train de jouer cette fameuse 4e révolution industrielle sur une planète qui est ce qu'on appelle en dépassement, ou en contraction, en disruption. On est rentré justement dans l'ère de l'Anthropocène, alors que toutes les évolutions de ressources ou les évolutions justement géopolitiques auparavant se sont jouées dans l'Holocène. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mesure qu'on accélère justement l'extraction pour les nouvelles ressources, enfin en tout cas pour les ressources justement qui vont servir en fait à créer cette espèce de colonne vertébrale de la 4e révolution industrielle, on va avoir en même temps des effets de contraction écologique. Donc ça veut dire qu'en fait on est en train de rejouer ce qui était en train de se jouer au début des civilisations justement humaines, où il y avait aussi des compétitions justement pour les sols, pour l'eau, pour les espaces productifs. Et ça c'est important, et on va toucher à ça un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, on est en train justement de rentrer dans une 4e révolution industrielle qui se joue non seulement dans l'Anthropocène, mais aussi dans une géopolitique des niches climatiques, où les espaces productifs et les espaces habitables sont en train de changer. Donc ce ne sera plus une compétition qui se jouera seulement sur comment avoir accès et sécuriser des chaînes d'approvisionnement. Ce sera aussi justement une compétition qui se jouera sur comment est-ce que les ressources auxquelles on a besoin d'avoir accès vont pouvoir être transformées, avec quel labeur, avec quelles compétences, avec quelles techniques, avec quelles machines, et dans quels environnements justement on va pouvoir créer une économie qui est plus ou moins stable et qui va stabiliser justement des logiques de puissance. Alors merci d'avoir posé un peu le tableau, et on voit bien, je pense, la dimension connectée, vraiment systémique, et que ça touche à tous les sujets, hein, la géopolitique, le climat, les ressources, le vivant, et on voit que c'est pas nouveau, mais qu'on entre dans une nouvelle dimension. On va essayer de prendre chacune des pièces et d'aller les regarder d'un peu plus près. Un enjeu majeur est autour de cette idée de continuer le progrès, de faire une nouvelle révolution industrielle, ou de maintenir notre civilisation telle qu'elle est, puisque je pense que c'est une ambition qui est partagée par une majorité de gens, en tout cas sur cette planète. C'est celui de la transition énergétique, puisque il y a une espèce de consensus sur le fait que va falloir résoudre le problème climatique, donc diminuer nos émissions, donc se passer des énergies fossiles. Par ailleurs, certaines de ces énergies elles sont finies, et certaines vont arriver
On va commencer à en manquer d'ici peu de temps. On pourra éventuellement parler du pic pétrole, mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Donc on a cette idée qu'il va falloir faire une transition, et notamment électrifier un certain nombre de choses. Dans une conférence TED que tu as donnée il y a 2 ans, j'ai noté une phrase, tu disais « En cherchant à décarboner, on est en train de rematérialiser le monde ». Est-ce que tu peux me parler de ça et me parler des enjeux justement qu'il y a autour de cette idée de transition énergétique ? Cette phrase-là, elle avait un contexte. Elle avait un contexte parce que, bon, il est bien évident que si on veut sortir des énergies fossiles, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une question de vouloir, c'est on doit sortir des énergies fossiles, et on doit le faire avec urgence. On doit aller vers une nouvelle ère en fait d'extraction. Pas un nouveau type d'extraction, mais une nouvelle ère d'extraction qui va prendre racine dans des mines. La mine, elle a toujours été là. Elle est là depuis le début en fait, des civilisations, depuis l'âge de bronze, donc il n'y a rien de tout à fait nouveau, en l'occurrence, dans le rapport entre la construction civilisationnelle et le rapport au matériel. Par contre, si on écoute par exemple justement l'Agence internationale de l'énergie, elle nous dit justement qu'on va avoir besoin en fait d'augmenter l'extraction et la production par exemple de lithium d'environ 500% pendant les, je pense, 10 à 20 prochaines années. On va avoir un effet d'extraction primaire, en tout cas pendant 10 à 15 ans encore, avant de pouvoir passer à des logiques, en l'occurrence d'économie circulaire. Et pour construire justement les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries, pour améliorer et moderniser justement les grids, les systèmes électriques, etc., on va avoir en l'occurrence besoin de beaucoup de chaînes d'approvisionnement différentes, ce qui est l'une des différences justement avec l'ère du fossile. On va avoir besoin de lithium, de cuivre, de manganèse, de graphite, de terres rares, de plein de choses comme ça, ce qui bien évidemment redistribue la géographie politique mondiale en termes d'approvisionnement. Et on va avoir besoin justement d'accélérer, en l'occurrence très très fort, sur les logiques d'extraction. Si j'écoute par exemple Benchmark Minerals, qui est l'un des acteurs prominents aujourd'hui qui essaie de suivre les marchés, en l'occurrence des minerais, ils nous disent que d'ici à 2035, on devrait construire 386 nouvelles mines seulement pour les approvisionnements en termes de mobilité et de stockage d'énergie. Donc ça ne comprend pas, par exemple, le cuivre. Donc ça nous donne un ordre de grandeur. Il va y avoir justement des éléments qui sont à pondérer dans ces chiffres-là, parce qu'il y a aussi beaucoup d'innovations qui se font sur les substitutions matérielles et technologiques, sur les innovations, justement, enfin, on peut prendre un exemple, les éoliennes, par exemple, qui sont créées en Europe, de plus en plus vont vers des modèles, en fait, qui n'ont pas de magnets. Et donc, moins de magnets veut dire moins de terres rares. Et ça crée justement, en fait, des effets de sobriété dans des chaînes d'approvisionnement qui continuent, en l'occurrence, d'aller vers de l'innovation technologique en termes d'énergie, etc., etc. Mais la raison pour laquelle j'avais sorti cette phrase-là dans ce fameux TED, c'est parce qu'en fait, j'étais assez perturbée du fait que dans les cercles d'activisme ou de discussion autour de comment transitionner, en fait, on parlait beaucoup de « il faut réduire les gaz à effet de serre », mais on ne parlait pas de comment ça se faisait, en fait. On ne parlait pas du fait qu'il fallait faire de la mine. Et que bien évidemment, ça allait créer justement des enjeux à la fois de compétition d'espace. Il y allait y avoir justement des conflits qui pouvaient être très nucléarisés sur certains endroits en particulier, entre justement des personnes qui protègent des environnements et qui ne veulent pas voir de l'extractif s'implanter justement ou se réimplanter dans leur zone. Mais puis, c'est justement ce que j'essayais de soulever dans l'un des points que j'essayais de soulever dans le TED. Ça crée en fait un conflit
entre les réponses à base industrielle et les réponses à base dites nature-based solutions, à base naturelle, dans la logique de la façon dont on allait combattre en fait le changement climatique. Est-ce que il y a beaucoup de débats sur la faisabilité même de la transition énergétique du fait de ces estimations? Alors c'est extrêmement difficile de calculer justement précisément de combien de ressources on va avoir besoin pour remplacer les énergies fossiles qui représentent encore à peu près 80% de l'énergie primaire qui est utilisée. Donc on voit aussi la taille du défi. Il y a certaines personnes qui nous disent que tout simplement en fait on n'a juste pas assez de matière pour pouvoir remplacer cette quantité d'énergie. D'autres personnes nous disent que c'est plus compliqué. Comment tu te positionnes là-dessus et est-ce que cette question finalement est fondamentalement pertinente dans la mesure où on voit que de toute façon cette course vers les ressources a lieu? Alors moi je me positionne, la première chose à dire qui doit, je pense maintenant de plus en plus être dite, ironiquement parlant, c'est qu'on n'a pas le choix. On doit sortir des énergies fossiles. Parce qu'on a effectivement en fait des problématiques de dépassement planétaire, entre autres justement sur les enjeux de changement climatique. Et le changement climatique est en accélération complètement dingue. On a passé en l'occurrence le seuil des températures mondiales au-dessus de 1,5 depuis 2 ans. Et quand on écoute certains scientifiques de la science climatique, ils nous disent qu'il est fort probable qu'on arrive à un seuil autour de 2 degrés dans la prochaine décennie. Alors que dans les accords de Paris, on parlait justement beaucoup, en l'occurrence, de 2050, 2060, etc., etc. Donc on a vraiment, en l'occurrence, un phénomène d'accélération qui est dangereux. J'ai l'impression que les mots en fait me manquent pour exprimer à quel point on est en train de s'amener vers quelque chose d'excessivement risqué, d'excessivement dangereux, où on ne touche pas encore du doigt en l'occurrence ce que ça va vouloir dire. Donc, on doit sortir des énergies fossiles. Maintenant, la question c'est comment le faire dans des logiques en fait qui sont marquées par des opportunités et des contraintes. Dans les modèles sur lesquels s'appuie le GIEC, quand ils nous disent qu'il faut aller vers l'ère du renouvelable, oui, tout à fait. Mais les modèles du GIEC n'ont jamais regardé, en l'occurrence, où allaient se situer justement les gisements et les réserves pour faire des panneaux solaires, de l'éolien, du stockage, etc., etc. Quand on regarde les contraintes que ça amène, sur base en fait des données géologiques connues d'aujourd'hui, on doit se rendre compte que ça crée effectivement en fait des conflits, et non seulement des conflits, mais des contradictions dans ce qui est amené comme proposition par le GIEC et par d'autres acteurs scientifiques. Ce que je dis là, je vais là aussi qualifier, n'a rien, ne se veut pas être en... Je ne souhaite pas, en l'occurrence, mettre en question le GIEC ou remettre en question la qualité, justement, des propositions scientifiques qui sont faites. Mais ce sont des propositions scientifiques qui sont faites sur la base de leur domaine de compétences. Voilà, de leur domaine de compétences qui doivent ensuite être amenés, en l'occurrence, dans d'autres domaines de compétences. On souffre profondément, en fait, de problématiques de manque d'interdisciplinarité et de mise en commun, justement, de certaines analyses qui doivent maintenant fonctionner ensemble. Donc, quand il s'agit aujourd'hui de... Peut-être qu'on va avoir, justement, une problématique de raréfaction des ressources. Là-dessus, il y a plein de discussions à avoir. La première chose, en l'occurrence, c'est qu'il y a de plus en plus, justement, d'études géologiques qui sont faites, y compris ici en France, pour essayer, justement, de voir à quel point est-ce qu'on peut descendre dans les sous-sols pour aller chercher, justement, des nouvelles capacités de minerais géologiques, etc., etc., pour voir si ces minerais aussi sont exploitables d'un point de vue économique. Parce que s'il y a une réserve ou s'il y a un gisement, ça ne veut pas forcément dire que ça va être facile ou économique justement de l'exploiter. Donc il y a toute l'économie, en l'occurrence, de l'extraction elle-même qui rentre en compte. Dans ces nouvelles études qui sont faites, s'accompagnent justement aussi des études technologiques. Quand je vois par exemple l'innovation qui est faite autour du Rhin pour aller chercher en fait du lithium dans les sous-bassements du Rhin,
en allant justement aussi utiliser l'énergie géothermale, c'est une innovation. À l'origine, le Rhin, c'était pas une géographie auquel on pensait pour le lithium. Et bien maintenant, c'est le cas. Donc il y a des nouvelles informations qui sont en train de nous arriver à mesure justement qu'on avance, en l'occurrence dans cette transition énergétique, où il y a effectivement de toute façon des choses qui sont en train de se mettre en place, et puis qui sont en train de se mettre en place à certains moments en fait avec des télescopages, on va dire ça comme ça, entre les différents types de demandes. Parce que bien évidemment, il y a les acteurs de la transition énergétique qui ont beaucoup besoin justement de ces nouveaux minerais, enfin de ces minerais, de ces métaux, etc., mais qui sont parfois télescopés par des acteurs politiques et des effets justement de rebond, de disruption dans la géopolitique mondiale, etc., Et donc, à certains moments, les marchés ne sont pas sûrs si on va vers du renouvelable, de l'éolien ou quoi que ce soit. Mais en fait, derrière ça, il y a quand même d'autres acteurs qui sont en demande de ces minerais-là, les acteurs de la digitalisation, les acteurs de la défense, et qui vont de toute façon pousser justement vers cette décarbonation qui va se faire de manière structurelle, mais qui va... Enfin, on navigue vraiment à l'œil. Donc c'est pour ça qu'à certains moments, on est très, très confus. Ouais, de toute façon, on anticipe le fait que ces questions difficiles autour de la transition, autour de la problématique écologique, autour de cet arbitrage à faire entre maintenir un système qui repose sur la croissance, avec des questions derrière de maintenir un modèle social, de souveraineté économique, etc., qui sont complexes, et l'impératif climatique et écologique, ces questions vont être de plus en plus prégnantes, évidemment, parce que si demain on va être amené à décider est-ce qu'on réouvre des mines en France parce qu'il y a des tensions géopolitiques, parce qu'on n'a pas assez de ressources, on le fait où, sur quel territoire, etc. Donc, ces questions vont émerger de plus en plus. Partons du principe qu'aujourd'hui, il y a un choix qui est fait, qui est celui de transformer le plus de terrain possible en mines et d'aller dans cette accélération à la quête de ressources. Déjà, est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que tu constates? Mais je voudrais comprendre le terrain de jeu dans cette dimension-là. Quelles sont les nouvelles logiques de prédation qu'on voit émerger? Et quelles sont les zones géographiques les plus stratégiques, les plus prisées? Et comment tu décrirais justement les différents aspects de cette compétition qui est en train de se mettre en place justement entre la problématique des mines, la transformation des matières, la construction de réseaux pour qu'on comprenne justement comment ce jeu est en train de se mettre en place et où sont les zones stratégiques. Alors c'est un très très vaste sujet où on pourrait passer déjà 2 à 3 heures parce qu'en fait il y a plusieurs catégories de prédation, il y a plusieurs catégories justement, on est effectivement dans une course aux ressources. Il faut penser la course aux ressources comme un bouquin où il y a plusieurs chapitres. Et puis il y a des références à la fin des chapitres. Moi, mon premier chapitre, je l'ai vu justement dans des endroits comme la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, où j'ai vu, comme je disais justement un peu plus tôt, des acteurs qui, moi, dans mon domaine à moi à l'origine, sur les enjeux de paix et de sécurité, n'étaient pas hyper présents. On va dire c'est comme ça. Type la Russie et la Chine. Pendant très très longtemps, ceux qui étaient présents dans des zones de conflit, c'était effectivement les pays dits occidentaux, que ce soit européens, que ce soit américains, canadiens, et puis plus éventuellement avec des Japonais, etc. Mais à partir des années, oui, effectivement, 2010, 2011, 2012, j'ai vu beaucoup d'acteurs russes arriver justement dans ces endroits-là, qui sont en fait l'une des nouvelles frontières en fait, d'extraction et de course aux ressources du futur. Et les modèles de prédation différaient selon les contextes locaux et nationaux, mais différaient aussi selon les modèles, en l'occurrence, de captation des puissances qui venaient se greffer à tout ça. Donc si je regarde par exemple, et maintenant c'est de plus en plus connu, mais à l'époque c'était en fait très très peu clair, les logiques du Kremlin. J'ai vu les acolytes, les collègues de M. Prigojine, qui est maintenant décédé, mais j'ai vu ces personnes-là qui travaillaient pour l'entreprise appelée Wagner, à l'époque, aujourd'hui appelée Africa Corps, qui a une connotation assez particulière puisque ça fait référence en fait aux troupes nazies justement qui étaient en Afrique.
Je les ai vus arriver, par exemple, en République centrafricaine, sous couvert, en l'occurrence, de dire « nous allons contribuer à la stabilisation, justement, de la République centrafricaine ». À partir de là, en fait, ce que le groupe Wagner a fait, c'est qu'ils ont justement déployé beaucoup, en l'occurrence, de leur staff dans différentes régions de République centrafricaine qui sont difficilement accessibles. Ils ont identifié justement certains endroits qui étaient stratégiques, non seulement pour certains réseaux, mais aussi en lien avec des concessions. Et à l'époque, on pensait que c'était beaucoup pour l'or et les diamants. Il se trouve, en l'occurrence, qu'ils étaient aussi justement en train de faire des études géologiques pour terres rares, cobalt, etc., etc. Et en lien justement avec leurs intérêts, en fait, qui, à cette époque-là, on pensait qu'ils étaient purement privés. Or, on a compris de manière excessivement violente et très claire pendant la guerre en Ukraine que Prigojine, en fait, était un homme du Kremlin qui avait pour ambition et pour fonction d'aller essayer, en fait, différents modèles de business dans différents endroits du monde. Ses succès appartenaient au Kremlin et faisaient partie justement d'un apprentissage sur le tas, sur comment construire une nouvelle géopolitique, en fait, de disruption qui sortait du Kremlin. Et puis ces faillites, ces échecs, appartenaient à Prigojine lui-même. Donc il fallait, en l'occurrence, qu'il accumule par ailleurs justement toute une richesse personnelle et une richesse de réseau aussi. Mais la façon dont il fonctionnait, c'était de fonctionner par des captations et des cooptations, en fait, d'élites. D'élites, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient des élites aussi justement de ces fameux entrepreneurs de conflit, et de créer justement en fait un espèce de réseau de différents acteurs dont les intérêts convergent plus ou moins et qui se tiennent en fait dans des mouchoirs de poche et qui sont tenus eux-mêmes justement par la logique de l'entreprise Wagner et donc derrière en l'occurrence par le Kremlin. Et ça a créé justement un effet réseau non seulement en fait dans la République centrafricaine qui a été conceptualisée et pensée comme un laboratoire en l'occurrence de certaines nouvelles politiques du Kremlin qui se sont ensuite justement, auxquelles se sont greffées des logiques de désinformation, de dissémination en l'occurrence de campagnes d'influence en Afrique, etc., etc. Et puis de captation en l'occurrence de beaucoup de, non seulement de ressources, mais d'opportunités pour aussi faire évacuer des compétiteurs, entre guillemets. C'est assez proche finalement de ce qu'a été la stratégie des Occidentaux pendant longtemps aussi, d'avoir de l'influence pour être en capacité d'aller exploiter les ressources de manière en évacuant la compétition, ou alors on est vraiment sur une méthode qui est fondamentalement différente. Juste pour comprendre en fait si c'est finalement un peu la même chose mais avec des nouveaux acteurs qui se préoccupent de ces questions-là et qui arrivent à pousser leurs pions, ou si on est sur des logiques très différentes. Alors, c'est une bonne question et ça demande là aussi d'amener en l'occurrence des historiens à la table. Moi, ce que j'observe d'un point de vue thématique dans mon domaine, c'est qu'à partir du moment en fait, où il y a des dilemmes de sécurité qui amènent des compétitions, qui du coup amènent des effets couplés de panique et de pensée stratégique, il y a des effets miroirs. Donc oui, on peut retrouver justement différents schémas de comportement au travers de l'histoire. Moi, ce qui me frappe, par contre, quand je parle justement de la Russie, c'est que je comprends le jeu stratégique à terme du Kremlin. Je comprends tout l'enjeu de récupérer justement cette notion d'empire russe qui s'étend, en l'occurrence, sur tous les territoires de la grande Eurasie. Je comprends la rhétorique du président Poutine sur la façon dont il souhaite, dont il pense que la place de la Russie est de toute façon une place d'empire dans l'histoire. Par contre, j'ai du mal à comprendre la stratégie de chaos qui s'amène justement pour sous-tendre cette logique d'empire. Elle est fondamentalement destructrice. Parce qu'il n'y a pas il y a une stratégie, en l'occurrence, de rentrer en compétition avec l'Europe, avec les États-Unis, même en l'occurrence avec la Chine dans certains endroits. Mais ça s'accompagne, en l'occurrence, de destruction non seulement de vie humaine, d'écosystèmes, bien évidemment, mais aussi de logique civilisationnelle. Et donc c'est là où j'aimerais avoir justement le son de cloche de certains historiens qui
Il n'y a pas que la dimension ressources, quoi. Il faut vraiment prendre tout le reste en jeu, évidemment. Oui, et puis où il y a effectivement, ce serait intéressant justement d'avoir un son de cloche d'historien pour essayer de comprendre s'il y a si les méthodes sont différentes et si ça traduit en l'occurrence une logique civilisationnelle différente. Est-ce qu'on peut parler brièvement pareil, on pourrait faire une heure sur le sujet, mais de l'Ukraine et de l'aspect sous-sol ukrainien, de l'aspect ressources qui est lié à ce conflit. Et on voit notamment aussi les États-Unis de Trump qui sont en train de négocier leur intervention, on va dire, contre un accès au sous-sol ukrainien. Donc on voit qu'il y a cette dimension qui ressort, notamment dans la presse, mais toi tu dis qu'en fait elle est aussi là depuis le début. Oui. Et j'ai effectivement avancé que l'Ukraine, c'était un nouveau type de guerre qui était une guerre de transition. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que justement, en 2022, quand la guerre a commencé, quand l'invasion a été lancée, en fait, très rapidement, en faisant quelques recherches, déjà, je me suis rendu compte que 6 mois plus tôt, il y avait un accord qui avait été passé justement entre l'Ukraine et l'Union européenne sur l'approvisionnement des métaux et minerais stratégiques. L'Ukraine était seulement le second pays, justement, avec lequel l'Union européenne avait passé un accord stratégique de ce type-là. L'autre pays, c'était le Canada. Donc, voilà, on sent un petit peu, justement, les différences. La méthode, en l'occurrence, les méthodes, depuis très longtemps que la Russie a employées, justement, par rapport à l'Ukraine et qui a culminé avec l'invasion de 2022, et qui est dans une nouvelle étape aujourd'hui, me frappait comme étant très similaire à certains enjeux que j'avais pu voir en Afrique, justement, comme je te décrivais, où il y avait des attaques multiples, en fait, des attaques dites soft autour des espaces informationnels, autour des campagnes, justement, politiques qui étaient lancées dans certaines parties, spécifiquement, en fait, de l'Ukraine, particulièrement en Crimée, et puis à l'est de l'Ukraine, dans le Donetsk, le Donbass, etc., etc. Mais j'observais aussi que l'Ukraine, effectivement, avait un aspect stratégique particulier dans l'échiquier, dans la façon dont le Kremlin regarde l'échiquier mondial. Il n'y a rien de très étonnant à ce que je vais dire. L'Ukraine a toujours fait partie, justement, des points névralgiques aux croisées de différentes puissances. Et l'Ukraine a fait partie de ces points névralgiques parce que ce sont des terres riches en termes agricoles, en termes de passage justement entre différentes parties du monde, en termes civilisationnels. On sait aujourd'hui aussi que l'Ukraine est riche en uranium, en terres rares, en lithium, en plein de ressources différentes. Et bien évidemment justement aussi sur les énergies fossiles. Et dans l'échiquier russe, là aussi, c'est là où on voit le couplage entre l'intérêt stratégique par rapport à des enjeux très matériaux, très, très ressources, et puis l'imaginaire civilisationnel et l'imaginaire idéologique. L'Ukraine, selon le Kremlin, fait partie intégrante, en l'occurrence, de l'Empire russe. Quand on lit justement les écrits d'Alexandre Douguine, qui a été l'une des éminences grises du Kremlin, dont on commence seulement à comprendre vraiment la signification aujourd'hui, son message est très clair par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas exister comme État souverain parce que ça remet en question justement les fondements civilisationnels en fait, de l'Empire russe. Et donc c'est là où on voit justement qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer entre passé imaginaire et le dernier élément qui me semble important de soulever, c'est que je pense que la Russie, et j'en suis de plus en plus convaincue, a compris il y a un sacré moment, je pense depuis environ 15 ans, les impacts que le changement climatique allait avoir sur les territoires et sur la redistribution des ressources naturelles au niveau mondial et au niveau des habitats productifs. Or, quand on regarde en fait avec attention les écrits du GIEC et si on couple ça avec les écrits stratégiques, des documents stratégiques multiples du Kremlin depuis environ 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que le message, en l'occurrence de la Russie, c'est oui, le changement climatique existe, oui, il est créé de manière anthropique, et oui, le changement climatique va créer un effet de redistribution des ressources naturelles qui va créer, en l'occurrence, un effet de relativisation des puissances et de remise à jour de ce qui va faire une puissance. Or, la Russie
a l'avantage d'un territoire absolument énorme, qui est riche en eau. La Russie a environ 1/5 des ressources d'eau mondiales. Ça va augmenter, en l'occurrence, avec le changement climatique, du fait justement des mouvements en fait, du cycle hydrologique global. Et la Russie se voit, le Kremlin actuel se voit, comme la future puissance de ces fameuses niches climatiques. Où en fait, dans l'hémisphère nord, ceux qui vont gagner relativement, et on parle en termes de redistribution de puissance relative, ça va être justement des acteurs comme la Russie, où à l'est, en l'occurrence des montagnes de l'Oural, il va y avoir de nouveaux territoires qui vont s'ouvrir, qui vont créer le nouveau jeu de puissance autour des ressources d'eau et de sol, et donc bien évidemment des puissances agricoles à venir, mais aussi en fait de stabilisation potentiellement. C'est encore pas tout à fait clair dans la manière dont ils arrivent à investir dans leur stabilisation de sol, mais potentiellement en fait dans les habitats productifs qui vont permettre la stabilisation industrielle et technologique. Et ça c'est important parce que ça veut dire qu'en l'occurrence on fait face à un acteur russe qui se pense non seulement en termes, qui se sent investi d'une mission civilisationnelle qui est informée par le passé, qui joue sur les fragilités actuelles géopolitiques, mais qui se pense en l'occurrence dans le futur. Et qui a toute une stratégie qui se joue par rapport à ça. Et je vais juste finir sur un truc. La Russie est l'un des acteurs qui va gagner d'un point de vue relatif par rapport aux niches climatiques géopolitiques, de la géopolitique des niches climatiques. L'un des autres acteurs dans l'hémisphère nord, c'est le Canada. Or, quand on entend président Trump dire « le Canada va devenir le 51e État des États-Unis », et puis par ailleurs, en l'occurrence, le Canada a ses ressources d'eau extraordinaire qui pourrait justement servir de robinet aux États-Unis. Ah, et puis tiens, juste au nord ou est du Canada, il y a ce fameux territoire du Groenland, en l'occurrence, qui va être excessivement important d'un point de vue géostratégique. On se rend compte qu'en fait, on est déjà dans une ère où les signaux nous indiquent que on a déjà tourné la page des aires en fait stables de la géopolitique mondiale et que c'est une ère qui est informée à la fois par les besoins de la 4e révolution industrielle, mais aussi par les compétitions de niche climatique. Ce qui est bien avec Trump, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels il ne cache pas son jeu. Ouais. Et donc on voit justement à quel point cette dimension ne cache pas son jeu. C'est-à-dire, en tout cas, il pose le sujet comme clairement en disant le Groenland m'intéresse parce qu'il y a des ressources, Panama m'intéresse parce que c'est un enjeu stratégique, le Canada aussi, etc. Donc on voit effectivement qu'il y a ça qui est posé. Pour rester un petit peu sur les grands blocs et pour comprendre comment ils se positionnent, il y a une dimension moi, qui m'intéresse et que tu as évoquée, c'est le fait que ce n'est pas un impensé. C'est-à-dire que la Russie y pense, la Russie fait de la prospective, elle anticipe, la Chine à fond aussi, puisqu'elle est très en avant sur sa transition et l'électrification justement de son économie et de son territoire. Elle maîtrise toute une chaîne d'approvisionnement, etc., avec son initiative aussi de Belt and Roads, donc les nouvelles routes de la soie. Et les États-Unis qui maintenant aussi mettent les pieds dans le plat en disant « Ok, on doit faire partie du jeu » et on se rend compte qu'il va y avoir cet enjeu autour de l'acquisition de ressources. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que fait la Chine ? Pareil, on pourrait faire 1 heure. Et de comment les États-Unis se positionnent aussi nouvellement par rapport à ça. La Chine a compris, je pense, il y a très longtemps que des nouvelles économies, de toute façon, allaient se créer effectivement sur le dos de l'électrification. Et puis, en couplage avec ça, quelque part, il faut penser l'électrification et justement les énergies vertes comme étant le premier pas du podium vers la course justement effrénée vers les nouvelles technologies qui vont déterminer, en l'occurrence, les horizons de progrès, d'innovation, de croissance socio-économique et géoéconomique, et qui vont déterminer la capacité justement des puissances à décider ou façonner justement les normes du futur, qu'elles soient sociétales ou qu'elles soient justement au niveau international. Et la Chine, en l'occurrence, a été très futée, très très agile. Le Parti communiste chinois a investi justement, maintenant on le sait, plus de 56 milliards de dollars pour avoir accès à des concessions
en dehors de la Chine et pour créer justement une économie minérale qui sous-tend en fait sa capacité à s'élever en fait comme puissance économique, politique et technologique. Et en fait, ce qui a permis à la Chine justement d'arriver à ça, c'est non seulement déjà une culture effectivement. Alors bon, après ça c'est des personnes qui sont plus spécialisées sur la Chine elle-même auront beaucoup plus de choses à dire que moi, mais il y a une espèce de cocktail en fait de ce qui a favorisé le positionnement de la Chine, qui est la culture en l'occurrence de planification de 5 à 10 ans sur ce qui va créer justement les horizons stratégiques de la Chine, une culture politique aussi qui se joue à la fois sur le centralisé et à la fois sur le décentralisé, et ça c'est en cours aussi. Une compréhension justement assez rapidement qu'il y avait une place spécifique que la politique industrielle devait jouer dans la montée en puissance justement de la Chine, et que cette politique industrielle se basait sur une verticalisation en fait des chaînes d'approvisionnement entre l'extraction minière, la transformation minière, la capacité de développement justement des économies d'échelle pour les diverses économies reliées justement à l'économie minérale, et ensuite justement d'avancer vers le technologique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la Chine, qui a aussi un système financier particulier, a investi sur des coûts qui en fait sont quasi coulés. L'économie minière, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que c'est une économie quasi à perte. Ça demande en l'occurrence d'investir beaucoup d'argent au départ pour n'avoir des rendements en fait que pour la mine spécifiquement 10, 15, 20, 30 ans derrière. Et si on pense avec ce modèle-là et que on l'applique à la géopolitique, la Chine a eu cette perception phénoménale de penser et de comprendre qu'en investissant en fait dans une économie minière qui allait sous-tendre sa capacité justement économique, il y avait des coûts à accepter, à investir justement beaucoup chez soi et à l'externe pour en fait avoir des rendements géoéconomiques et géostratégiques en bout de chaîne d'approvisionnement, en bout de chaîne de services, sur ce qui allait créer en fait une autonomisation et une capacité en fait d'apprentissage au niveau local et national, qui est en train de définir le tournant qu'on est en train d'observer, où la Chine est en compétition quasi prédéterminée en fait avec les États-Unis. Et les États-Unis essaient de récupérer en l'occurrence justement leur capacité à continuer à s'affirmer comme puissance, en l'occurrence technologique et d'innovation, qui va déterminer justement les géoéconomies du futur, et donc par là, bien évidemment, les équilibres de puissance. Et par ailleurs, on voit que c'est pratiquement le seul pays qui arrive à intégrer aussi toute la chaîne, avec qui a accepté aussi de polluer sur son sol. C'est une autre dimension, puisqu'on parle de terres rares, il y a des terres rares dans plein d'endroits, mais il n'y a que les Chinois vraiment qui sont à fond sur l'exploitation et qui dominent la distribution. Et on voit que c'est utilisé d'ailleurs comme levier de pression face aux États-Unis, qui en dépendent. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train des prises de conscience aussi, qui sont en train de se faire sous nos yeux. Je vois que le temps presse. Je voudrais quand même qu'on parle de l'Europe là-dessus. Comment est-ce que ces enjeux sont compris? Comment est-ce qu'elle pense, comment l'Europe et le pays européen pensent cette nouvelle géopolitique des ressources? On commence à y venir, un petit peu sur le tard. Ok. Mais pour comprendre pourquoi on y arrive sur le tard, il faut aussi comprendre d'où on vient. Nous, on vient d'une construction particulière où, en fait, notre projet d'Union européenne a été créé, je pense que je vais créer justement débat là-dessus, mais a été créé en l'occurrence avec un dessein particulier qui était le dessein de la neutralisation de la puissance. Il était nécessaire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, justement, en fait, de se vouloir comme des économies qui devaient se relier les unes aux autres par interdépendance en fait économique, par interdépendance des ressources. À l'origine, nous, notre ADN, en fait, on vient justement du charbon et du fer. Et de ce fameux gisement, en l'occurrence, du Rhin, qui aujourd'hui est repensé dans cette nouvelle géostratégie mondiale.
Et on a voulu, en l'occurrence, se créer une identité régionale, une identité géorégionale comme étant représentative, en l'occurrence, de la mondialisation et de comment construire ce qu'on appelle des dividendes de paix sur le dos des interdépendances économiques. Et donc, pendant très longtemps, en fait, on a oublié ce que c'était que la réelle politique, parce qu'on avait fait le choix, en l'occurrence, d'essayer de neutraliser les mécanismes de réelle politique chez nous. Et puis, bien évidemment, il y a plein d'autres éléments historiques qui ont joué, à savoir le bouclier américain, le bouclier de l'OTAN, le fait qu'on a eu la capacité, quelque part, justement, de s'endormir au volant. Or, depuis la Covid, depuis le début de la guerre en Ukraine, et puis, bien évidemment, en l'occurrence, depuis le retour de M. Trump au pouvoir aux États-Unis, il y a des changements profonds, en fait, qui sont en train de se faire dans la matrice, qu'elle soit politico-philosophique, économique, et donc, bien évidemment, géostratégique de l'Union européenne, où il y a une vraie peur, réalisation, enfin, que l'Union européenne est un géant qui avait pendant très longtemps la tête dans les nuages et qui effectivement avait ses pieds dans des chaînes d'approvisionnement qui sont aujourd'hui fragiles, qui sont instrumentalisées, qui à certains moments sont arsenalisées, et qui du coup, en l'occurrence, peut tout à fait s'effondrer si on ne fait pas attention justement à ces chaînes d'approvisionnement, mais non seulement ça, si on ne fait pas attention à ces chaînes d'approvisionnement tout en gardant comme cap, comme étoile du Nord, là d'où on vient, et donc les normes auxquelles on a choisi d'adhérer, et à l'histoire dans laquelle on a voulu s'inscrire. Et c'est là où, en fait, on est à un tournant qui est excessivement compliqué, et c'est là où on se retrouve dans ces fameux dilemmes entre sécurité planétaire et sécurité internationale. Il faut à la fois être capable s'arsenaliser ou s'instrumentaliser pour répondre justement aux équilibrages de puissance qui sont en train de changer et qui risquent de nous manger, d'une certaine manière, de plein de manières différentes. Mais en même temps, il faut faire face à ces rééquilibrages de puissance avec la capacité justement de rester dans une logique de normes et de montrer comment l'Union européenne peut se réinventer dans l'ère post-fossile, dans l'ère de la géopolitique des niches climatiques, dans l'ère de la régénération écologique, dans l'ère des nouveaux partenariats, en l'occurrence, qui vont devoir être créés avec les pays dits du Sud, ou en l'occurrence là aussi du Nord, avec le Canada, avec la Norvège, etc. etc. Ouais, on pourrait passer encore une heure sur chacune de ces questions, tellement elles sont complexes. Pour être un peu concret aussi par rapport à ce qui risque d'arriver, puisqu'il y a beaucoup de risques autour de ces sujets-là, est-ce qu'il faut s'attendre à des pénuries à court terme ou à des tensions par rapport à l'accès de ces ressources qui vont être de plus en plus prégnantes pour nous? Et voilà, quand on est dans une entreprise, qu'est-ce qu'il faut anticiper? Et puis quand on est en politique aussi, qu'est-ce qu'il faut anticiper? C'est pas encore clair. C'est pas encore clair parce que pour le moment, on voit justement, tu me posais la question aussi tout à l'heure des différents horizons, etc. etc. J'ai parlé particulièrement de certains endroits en Afrique, mais je peux tout autant parler en l'occurrence de la cryosphère, donc de l'Arctique et de l'Antarctique, de l'espace, des fonds marins, des nouveaux bassins, enfin des bassins justement écologiques en Amérique latine, en Asie, etc. etc. De sous-sol beaucoup plus en profondeur, etc. etc. L'enjeu pour le moment que je vois, c'est pas tout à fait un enjeu de raréfaction, c'est un enjeu en fait de perte de raison par rapport justement à l'acquisition et à aller pousser justement des frontières d'extraction de ressources dans des endroits qui vont être comme dans les sous-sols sous-marins dont on parle. Voilà, et qui vont créer justement, qui vont avoir des effets feedback dans ces fameuses contractions écologiques qui vont elles-mêmes accélérer le changement climatique, qui vont elles-mêmes accélérer une géopolitique en fait des niches climatiques, comme je disais. On est dans un système on ne peut plus se penser dans un système ouvert comme on l'a fait avec la mondialisation. Nous sommes dans des systèmes qui sont qualifiés par des contraintes et pourtant en fait on ne réagit pas par rapport à ces contraintes-là. On essaye en fait de réagir surtout par la géostratégie des puissances. Ce qui est important, il faut pas, c'est vraiment important de le penser aussi. La géostratégie des puissances n'est pas
Ce n'est pas juste de la folie, soyons très clairs. C'est un calibrage au niveau de certaines politiques, certaines valeurs, etc. etc. Par contre, il nous manque en l'occurrence des prismes de gouvernance, des prismes analytiques qui nous permettent en fait de raisonner la compétition justement de la géopolitique mondiale dans des nouvelles logiques de limites planétaires et de respect en l'occurrence de ces fameux fondements entre biosphère et technosphère. Pour le moment, en fait, la technosphère, elle est en train de bouffer la biosphère. Ouais, donc ce qui devrait nous préoccuper, c'est cet accès aux ressources, mais aussi et surtout les conséquences potentielles de cette course effrénée vers l'accès aux ressources. Et donc c'est toute cette tension aussi qu'il va falloir gérer dans tous les blocs finalement. Dernière question, est-ce que je pose de manière classique dans le podcast, est-ce que tu as, normalement c'est 2 livres à lire, mais là j'étends la question, est-ce que tu as une œuvre, une pensée ou une rencontre qui continue de t'inspirer ou de te questionner, ou un grand questionnement aussi que tu veux partager avec nous? Tu peux choisir. Je vais te donner 2 réponses à ta question. Le grand questionnement, alors déjà moi je continue d'apprendre au jour le jour, mais mon grand questionnement, celui qui à mon avis va définir la trajectoire civilisationnelle et fondamentalement en fait la capacité des humains à se penser, à exister, c'est comment est-ce qu'on réconcilie justement les dilemmes, parce que ce sont des dilemmes entre sécurité internationale et sécurité planétaire. Donc on revient au début à la façon dont moi je définis mes pans de recherche et mes travaux en lien avec justement l'Union européenne, avec différentes puissances, etc. etc. Et puis la source d'inspiration, alors il y a plein de rencontres qui m'inspirent au jour le jour, il y en a plein qui me perplexent aussi, mais il y en a plein qui m'inspirent. Mais en fait, ce qui continue de m'inspirer, c'est une idée. C'est l'idée de l'Union européenne. On a tendance à l'oublier, mais nous avons construit depuis les 80 dernières années l'un des projets les plus ambitieux, les plus idéalistes de l'histoire de l'humanité. Il a plein de limites, il a plein de défauts, il a plein de points morts aussi. Et Dieu sait que je passe mon temps à ramener ces points morts justement à Bruxelles dans plein de circonstances différentes. Par contre, il ne faudra jamais qu'on oublie, en tant qu'Européens, que nous avons décidé, en l'occurrence, de donner une architecture à la notion de paix. Et que cette architecture-là, elle doit transitionner aujourd'hui. Et qu'elle doit se restabiliser pour pouvoir réinventer ce que c'est que le bien collectif, que le vivre ensemble, et que les partenariats stratégiques et les alliances, justement, avec des peuples où on va avoir de plus en plus besoin les uns des autres. Voilà. C'est bien de finir sur le lien. Merci beaucoup, Olivia. Avec plaisir. Merci.